Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de présenter un duo inédit, jamais vu à l'antenne. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils se voient. Ils se sont déjà entretenus par écrit, parlé, mais jamais vus. Je vous offre ici une association de bienfaiteurs pour un sujet qui ne devrait même pas faire controverse. Mais comme tous les sujets de médecine qui ne rapportent rien à bout, ça pose problème. Il s'agit de la vitamine C. Tout de suite, Xavier Bazin, bienvenue. Alors Xavier, on va t'entendre, mais pas te voir par discrétion journalistique, et ça me convient tout à fait. Je vais te présenter, puis tu pourras compléter si tu veux. Tu es journaliste scientifique, tu es écrivain, tu es l'auteur du best-seller Big Pharma démasqué et d'un autre plus récent, Antivax toi-même, paru chez Guy Daniel éditeur. Tu travailles dans le domaine de la santé depuis 2012. Tu t'es fortement intéressé à la vitamine C avec quelques publications et présentations. Tu t'es même étonné de découvrir, de tout ce que tu y as découvert et du fait surtout que ni les autorités sanitaires, ni les médecins dans leur ensemble, les scientifiques n'en font la promotion. Sauf un qui est là avec nous. Ça lui a valu quelques déboires dont il va nous parler, j'espère. C'est notre deuxième invité, Jean-Philippe Labraise, qui est un habitué de TVADP. Bienvenue Jean-Philippe. Toi au moins on te verra. Ravi d'être avec vous, c'est un plaisir voilà. Également. Je te présente brièvement aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, et tu pourras également compléter. Tu es médecin généraliste, naturopathe, et la vitamine C, c'est ton dada depuis ta toute première année d'études de médecine. Tu as travaillé sur les travaux de Linus Pauling, rappelons-le, qui est double prix Nobel, Nobel de chimie et Nobel de la paix. Qui est aussi très en lien avec le docteur Paul Marik, un médecin intensiviste américain qui est grand promoteur des traitements précoces dans les pathologies infectieuses respiratoires. On en a même beaucoup entendu parler pendant la crise Covid. Paul Marik qui est lui-même cofondateur du FLCCC, qui est, rappelons-le, Frontline Covid Critical Care. Voilà, alors on ne voit pas Xavier, on ne voit pas non plus son avatar, mais croyez-moi, il est là avec toi. Et je vais même lui laisser la parole pour compléter la présentation que j'en ai faite. À toi, Xavier. Non, c'est parfait. Merci, Eric. Effectivement, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions de santé de façon indépendante et avec une appréciation particulière de tout ce qu'on peut faire pour optimiser la santé de son corps, pour combattre les maladies, sachant que la médecine se focalise sur le médicament en particulier, alors qu'il y a tant de choses à faire par soi-même pour prévenir les maladies. Et les vitamines, évidemment, en sont un élément déterminant. Très bien, merci. Je voudrais déjà te poser une toute première question. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la vitamine C? Alors, c'est vraiment c'est amusant parce que la vitamine C, ça fait depuis que j'ai commencé à travailler dans la santé que je m'y intéresse d'une certaine manière, mais j'avais jamais réalisé jusqu'à présent son pouvoir, vraiment son exceptionnel pouvoir. J'avais bien compris qu'il en fallait au moins 200-400 mg par jour pour avoir tout un tas de bienfaits pour la santé. Mais c'est vraiment en creusant, et là, je suis encore, j'ai même pas fini mon enquête. En fait, je pensais, voilà, travailler quelques semaines, quelques mois, mais là, ça fait près de 6 mois et j'ai pas fini parce qu'en fait, c'est incroyable, quoi, ce qu'on découvre, en particulier sur les maladies infectieuses, sur les toxines aussi, les mégadoses de vitamine C quand on a un problème aigu, me paraissent vraiment quelque chose de formidable. Moi, j'ai d'abord beaucoup travaillé sur la vitamine D juste précédemment, et sur lequel, ce qui est bien avec la vitamine D, c'est qu'on a une méga étude randomisée en double aveugle, exactement comme la médecine M, qui montre beaucoup de choses, et notamment un effet préventif exceptionnel contre le cancer. Sur la vitamine C, il y a moins d'études, enfin il y a pas mal d'études, mais on a moins de preuves absolument directes. Mais par contre, il faut se plonger un peu plus, notamment dans l'expérience de grands praticiens qui ont soigné des milliers de patients, notamment je pense au docteur Kleiner aux États-Unis qui a soigné des milliers de patients avec des injections de vitamine C. Et en fait, leurs écrits, la description, là, on entre dans des choses absolument incroyables, et quand on connaît leur crédibilité, on comprend que tout ça est vrai. Et notamment, je prends juste un exemple, qu'il a soigné 60 patients de la polio et guéri 60 patients de la polio avec des injections de vitamine C. Et ça, c'était en 1949, avant même que le premier vaccin n'apparaisse.
Et il l'a présenté à un congrès médical important et ça a été totalement ignoré. Et donc, ça représente bien le problème, je crois, auquel on est confronté. Alors, Jean-Philippe, ça doit te plaire. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui. J'ai une expression un peu triviale, il ne faut pas prendre mal Xavier. Moi, j'aime bien cette expression, j'utilise pour moi-même, comme un gamin qui a trouvé un nouveau jouet. Exactement. Ça doit te plaire beaucoup ce que Xavier disait, Jean-Philippe, toi qui es un ardent promoteur de la vitamine C et surtout la vitamine C à très haute dose. Ben oui, ça me séduit beaucoup pour une raison très simple, c'est que ce qu'illustre Xavier par son témoignage et par son expérience, c'est ce que ressent quelqu'un, c'est ce que, qui simplement, en esprit ouvert, mais ouvert dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce que les informaticiens appellent un système informationnel ouvert, où on reçoit l'information, on la recueille, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la source. Alors bien évidemment, on va accorder un peu d'intérêt à la source, comme il le disait très justement. Quand on lit Kleiner, quand on lit Cathcart, quand on lit Pauling, quand on lit Méric, déjà, on comprend une chose, c'est l'intégrité de ces gens-là, le niveau d'éthique de ces gens-là. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, on apprécie aussi le degré de compétence. Et quand on pénètre dans ce domaine-là, qui est celui des vitamines et en l'occurrence la plus précisément de la vitamine C, et qu'on reçoit les informations, un esprit ouvert, ce que moi j'appelle un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui, sans a priori particulier, reçoit l'information. On se dit immédiatement, mais waouh, il y a quelque chose de passionnant là. Il y a quelque chose de passionnant déjà par les résultats qu'on peut obtenir. Et ça, bien évidemment, ça intéresse le journaliste scientifique Xavier, mais ça nous intéresse au premier chef, nous, Eric, parce que si on est là, si on fait de la médecine, c'est pour aider les gens, les soigner, les tirer d'affaire quand leur vie est en danger, et même, idéalement, les aider à rester dans un état de forme et de santé optimale. Donc, bien sûr que ça, bon, je ne suis pas surpris quand j'ai eu l'occasion d'échanger quelques fois avec Xavier, mais parce qu'encore une fois, c'est un honnête homme, un esprit ouvert, un scientifique, un journaliste scientifique très critique, mais dans le bon sens du terme, qui va aller au fond des choses. Et quand on va au fond des choses, s'agissant de la vitamine C, on en revient avec des conclusions à ce sujet. Parfait. Et alors justement, première question à ton avis, est-ce qu'il faut vraiment doser la vitamine C? Est-ce qu'on est tous en carence ou est-ce que ça n'a pas un intérêt? Est-ce qu'il faut doser chez certaines personnes ciblées? Alors, ça, c'est une question à mon attention ou à celle de Xavier? Ton attention. À moi, ça, c'était pour moi alors. En fait, la doser, très sincèrement, ça n'est pas utile. D'abord, c'est compliqué techniquement parce qu'il faut le faire au labo, il faut congeler rapidement, etc. Sauf dans certaines circonstances. Ça n'est pas utile pour une raison très simple, c'est qu'on en manque tous, quasiment. On a tous des taux infra-optimaux de vitamine C. Alors, des exemples, je pourrais t'en citer une multitude. Je te parlais tout à l'heure parce que c'est une des études que j'ai à l'esprit, mais c'est une étude qui avait été faite par une consoeur, en fait pour sa thèse, dans son doctorat en médecine. Donc, elle avait l'échantillon, c'était 60 patients admis dans un service de médecine interne. Donc, pas des gens qui souffraient de pathologies infectieuses, qui vont nécessiter des apports plus importants en vitamine C ou contre une pathologie tumorale ou qui sont en service de chirurgie ou hospitalisés depuis de longue date. Et en fait, elle avait montré que 70% de cet échantillon avait un taux de vitamine C, était carencé, avait un taux de vitamine C inférieur à 0,2 mg par décilitre. Pour information, quelqu'un qui se supplémente, j'allais dire de façon raisonnable, qui prend 2-3 grammes de vitamine C par jour, a un taux de vitamine C dans le sang de 1,6 à 2,5, voire 3 mg par décilitre. Donc là, 70% de ces 60 personnes étaient inférieures à 0,20 g. Et 18% de mémoire étaient entre 0,20 mg par décilitre et 0,46. Et il y avait 5 cas de scorbut. Donc, des gens qui avaient été admis en service de médecine interne, sur 60 personnes, 5 cas de scorbut avec des taux de vitamine C. Je veux bien rappeler les signes du scorbut, ce que c'est exactement. Alors, la vitamine C, vous vous souvenez, voilà, elle sert à plein de choses dans l'organisme, notamment à synthétiser une substance qui est un peu le ciment des cellules, qu'on appelle le collagène, ou substance fondamentale s'agissant des vaisseaux. Et quand on est carencé, c'est ce qui a décimé les marins jusqu'à la fin du 18e, on fait notamment des hémorragies. Voilà, on a des dents qui se déchaussent, on saigne, on fait des hémorragies et on décède, bien évidemment. C'est ce qui a décimé une multitude d'équipages. Et donc là, de mémoire, la thèse datait de 2016. Donc, sur 60 personnes en 2016, admis en service de médecine interne,
5 présentaient des cas de scorbut, avaient des taux de vitamine C, je ne voudrais pas dire de mémoire, c'était de 0,11 mg par décilitre et ça descendait jusqu'à 0,053 mg par décilitre. Alors bien Avec évidemment, des saignements des gencives, des chaussements des dents. Oui, des gencives hypertrophiques qui saignaient, des chaussements des dents, des hématomes, etc., des signes cliniques de scorbut. Et c'était une population française. Hein. Alors, bien évidemment, il y a des populations qui sont plus à risque. La grande précarité, la dénutrition, le tabagisme, etc., vont augmenter les apports en vitamine C et ce faisant les carences en vitamine C. Vont augmenter les besoins et donc ce faisant les carences en vitamine C. Mais c'est assez édifiant. Donc, pour répondre à ta question, on n'a pas besoin de doser la vitamine C. Tout le monde devrait se supplémenter. Voilà. Tout le monde. Ouais, si je peux ajouter un mot là-dessus, pardon de te couper. Je t'en prie. J'aimerais faire le parallèle avec la vitamine D parce que moi je trouve quand même que c'est un problème qu'on puisse pas doser très facilement la vitamine C. La vitamine D, on peut la doser dans n'importe quel labo, ça coûte 15 € maximum et c'est très simple et tout le monde peut se rendre compte du coup assez vite s'il est en carence et du coup se prendre les choses en main par lui-même parce que maintenant c'est plus remboursé depuis une dizaine d'années, mais prendre les choses en main et puis se supplémenter et puis rester dans une limite optimale. Malheureusement, la vitamine C, comme elle s'oxyde très très facilement, elle peut pas se doser dans n'importe quel laboratoire. Je ne sais pas exactement quelles circonstances il faut, mais c'est vraiment généralement que dans des hôpitaux et qu'on peut vraiment doser la vitamine C. Et du coup, à titre individuel, on peut plus difficilement se rendre compte, même si je comprends l'idée qu'il faut que tout le monde doit supplémenter. C'est un peu pareil pour la vitamine D, mais c'est quand même bien pour se donner un peu un coup de motivation. Tout le monde n'a pas très envie de prendre des vitamines tous les jours. Que de réaliser en fait à quel point on est à un taux sous-optimal. Et aussi d'un point de vue épidémiologique, pour réaliser à quel point la population générale est sous les normes optimales. Donc je trouve que c'est assez frappant pour la vitamine C. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle est plus négligée que la vitamine D. C'est qu'elle se mesure beaucoup moins. Que la plupart des gens ne savent pas où ils en sont, ne peuvent pas savoir où ils en sont parce qu'ils peuvent pas la mesurer facilement. Et même si effectivement on a toutes les raisons de supplémenter tous les jours, c'est quand même bon de savoir. Et malheureusement, là, il y a un peu un angle mort. Et heureusement, on a et malheureusement, les rares études qui sortent, comme celle qu'a cité Jean-Philippe Abrez, montrent des résultats épouvantables où on voit qu'il y a des gens, en particulier à l'hôpital, mais c'est Cascart qui disait que l'hôpital c'était une fabrique à scorbut, en particulier à l'hôpital où les besoins, où les carences en vitamine C sont profondes au moment où on en a le plus besoin. Alors justement, Xavier, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne ensemble, parce que tout ce que tu as fait là, tu l'as signalé sur ton site internet, que je propose à tout le monde de venir rejoindre. Tu t'es fait quand même harponner sur les réseaux sociaux au sujet de tes publications, y compris par des médecins plus ou moins hargneux qu'on connaît bien. Ah oui. Quand même, c'était assez violent. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, cet accueil, ce si mauvais accueil de la part de la communauté médicale? Enfin, en tout cas sur les réseaux. Ouais. Alors, deux choses. D'abord, en fait, j'ai réalisé quelque chose quand même, parce que il y a une hostilité quand même assez invraisemblable vis-à-vis des vitamines dans l'histoire de la médecine. Et jusqu'à récemment, je mettais ça surtout sur le dos de l'industrie pharmaceutique. Mon premier livre, c'était Big Pharma démasqué, où je parlais justement notamment de la façon dont la vitamine D a été totalement ignorée pendant le Covid, ce qui était totalement invraisemblable. Je ne connaissais pas encore la puissance de la vitamine C sur les maladies infectieuses, mais la vitamine D, ça sur le système immunitaire, c'est majeur. Et on a eu en plus, pour le coup, étude après étude, sur le Covid, toutes les preuves dont on avait besoin pour montrer à quel point c'était utile. Et pourtant, pas un mot dans des autorités de santé. Enfin, si, il y avait un petit communiqué de l'Académie de médecine, quand même, au printemps 2020. Et puis, plus Il rien. n'a pas été suivi d'effet. Hein. Il n'a pas été suivi d'effet. Enfin, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Mais, et donc, voilà. J'ai perdu le fil, pardon, mais
Donc, tu pensais au départ que c'était surtout Big Pharma, mais tu t'es aperçu que c'était aussi les médecins de terrain de base qui étaient un autre élément majeur que je sous-estimais au départ, alors là, je parle sous le contrôle du docteur Labraise et du docteur Loridan, mais c'est le sentiment qu'ont les médecins, après tant d'études et tant de sacrifices pour avoir un diplôme très prestigieux, que ce qui fait leur spécificité, c'est quand même leur connaissance de substances très compliquées à manier que sont les médicaments. Et donc, la concurrence, en fait, de substances comme les vitamines qu'un vulgaire naturopathe ou même qu'un patient, un vulgaire patient pourrait lui-même s'auto-administrer et s'auto-réguler, eh bien, en fait, menace son autorité et son prestige. Et ce qui fait, qui est une des raisons pour lesquelles le corps médical a tant de mal avec la puissance des vitamines. Et je pense que l'analyse est très juste. C'est probablement un des facteurs clés que tu viens d'évoquer là, Xavier. Ouais. Et ouais, on est médecin, on a fait 8 à 10 ans d'études, on possède un savoir, une autorité. Et le fait qu'on puisse, entre guillemets, ou on doit partager cette connaissance, et même cette connaissance essentielle avec le patient, nous fait un peu descendre, nous ferait descendre. Ou en tout cas, c'est au moins le sentiment qu'ont certains de notre piédestal. Et alors qu'au contraire, c'est une grande chance que les gens apprennent à gérer leur santé et qu'on soit sollicité. Déjà, on pourrait être sollicité pour leur enseigner ce savoir. Ce qui serait, c'est ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres médecines, hein, où le médecin est avant tout celui qui apprend à son patient à comment rester en bonne santé. Voilà. Et effectivement, il va devoir rendre des comptes, entre guillemets, et prendre en charge son patient pour un problème de santé s'il a mal fait le travail d'amont. Mais c'est une philosophie radicalement différente. Et peut-être je compléterai ce que tu viens de dire, Xavier, en rappelant, d'accord, je crois que quelque chose, c'est un élément que tu avais souligné dans un écrit de mémoire que j'avais vu passer aussi, mais dont je parle souvent pour ma part, c'est de rappeler un peu donc tu parlais, toi, de ton livre Big Pharma démasqué, je crois, mais c'est l'historique du cartel pharmaceutique. Ce travail en 1920 de Rockefeller et Carnegie, et qui veulent vendre de la chimie. Ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec la chimie. Comment ils financent un rapport, le rapport Flexner, qui va détruire, laminer les autres médecines. Et dans le même temps, ils financent les premières facs de médecine. Et depuis un siècle, on a des facultés de médecine qui forment des gens, des médecins qui ont appris à penser selon une logique particulière. C'est la solution va venir de la chimie. Mais ce faisant, ils oublient déjà ce que disait Hippocrate, le père de la médecine, que l'aliment soit ton premier médicament. Ils oublient aussi qu'un organisme humain, c'est une machine remarquablement bien faite qui a des besoins et que malheureusement, en raison de l'évolution de l'industrie agroalimentaire, notamment depuis des décennies, eh bien, nos organismes ne reçoivent plus ce dont ils ont besoin. Tu parlais de la vitamine D. C'est très simple. Chaque fois que je fais doser la vitamine D chez un patient, excepté les ouvriers agricoles qui sont au soleil toute la journée et qui transpirent beaucoup, qui eux ont des taux de vitamine D corrects, tout le monde a un taux de vitamine D effondré. Quand je dis effondré, c'est qu'on est loin des 80 à 100 nanogrammes par millilitre optimaux, mais que je vois souvent parfois même des 10, 11, 12 nanogrammes par millilitre. Voilà, où ça va en général entre 20 et 25. Donc, alors, j'ai un record. J'ai eu plusieurs fois inférieur à 3, c'est-à-dire indétectable. Mais c'est des patients hospitalisés. Ah, voilà, ça c'est encore très particulier. Wow. Mais c'est une catastrophe d'un point de vue, comme le soulignait très justement Xavier, d'un point de vue des défenses immunitaires. Quand on connaît également, je les mettrais presque au même niveau, le rôle clé de la vitamine D pour le fonctionnement des défenses immunitaires, à la fois les booster et les réguler, c'est une catastrophe. Et pendant la crise de Covid, la première des choses qu'auraient dû dire les instances sanitaires, et c'était d'ailleurs l'objet du courrier que j'ai envoyé à M. Véran en mars 2020, monsieur, dites à la population qu'elle doit se supplémenter en vitamine D, en vitamine C, en zinc, en magnésium, et vous verrez qu'on va amortir cette crise tranquillement, sereinement. Bien évidemment, je n'ai pas été entendu. Alors, on va revenir dans cette émission dans 2 semaines sur la vitamine D avec un autre spécialiste. Mais restons sur la vitamine C aujourd'hui. Et tu nous parlais justement du courrier que tu avais fait pour Olivier Véran. Ça a eu quelques répercussions quand même. Est-ce que tu pourrais nous en reparler ? Alors, ce courrier-là, il est resté lettre morte. J'allais dire, du coup, après, j'avais saisi le Premier ministre, puis le Président de la République, puis j'avais, avec l'aide d'un avocat, rédigé 2 requêtes qui avaient été transmises au Conseil d'État, justement pour demander à promouvoir les travaux de la FL3C. Et puis, j'avais alerté les autorités sanitaires. Et ça, c'est très intéressant, à une époque où les
les pouvoirs publics disaient ne pas avoir de traitement, ou les médecins disaient aux patients, restez chez vous, prenez du Doliprane, et quand vos lèvres deviendront bleues, ben, appelez le SAMU. Et là, après, ben, on avait à peu près 18% de mortalité. Moi, souhaité promouvoir les travaux de la FL3C, donc auprès des médecins, hein, même pas la population générale, les médecins, les autorités régionales de santé, etc. Et ça m'a valu 6 mois de suspension qui viennent d'être confirmés en appel. Donc, pour avoir diffusé des informations qui auraient permis de diviser par 3 le nombre de décès, et encore une fois, ces informations, elles émanent de gens dont la compétence et l'éthique ne peuvent pas être mises en doute, puisque c'est professeur Méric, deuxième auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs, le professeur Méduri, premier auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement des pneumopathies par corticothérapie. Et là, on est dans le cœur du sujet s'agissant des pneumopathies Covid. Et ben, ça a été confirmé en appel. Donc, pour avoir diffusé des informations qui auraient permis de sauver des vies, à partir du 1er septembre prochain, je vais être suspendu à nouveau 6 mois. Après l'avoir été 1 an pour avoir essayé de sauver une vieille dame. Voilà. Donc, c'était même pas pour avoir informé le public, mais simplement pour avoir informé les autorités sanitaires de ce qu'il fallait faire, de ce que, selon la littérature médicale, selon des sommités mondiales, tu disais simplement aux ARS et aux conseils ordinaux qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut promouvoir comme traitement précoce, et pour ça, tu interdis 6 mois d'exercer. Exactement, exactement. Et à mon avis, c'est important que les citoyens le sachent. Alors après, chacun déterminera en conscience ce qu'il conviendrait de faire. Mais parce que si on laisse couper les têtes qui dépassent, c'est-à-dire on avait une doxa à l'époque, il fallait absolument pas dire qu'il y avait des traitements, puisque bien évidemment, le but était de vacciner. Donc, on voit ce qui est arrivé à quelqu'un de bien plus compétent que moi et connu que moi, professeur Raoult, et à d'autres. Il ne fallait surtout pas dire qu'on pouvait traiter, soit précocement, soit les formes graves avec efficacité. Et malheureusement, tu le sais, Eric, beaucoup de médecins ont obéi, beaucoup de patients sont restés confinés chez eux avec du Doliprane, et puis on sait ce qu'il est arrivé. Doliprane qui, soit dit en passant, on le rappelle, mais n'a jamais soigné quoi que ce soit, et au contraire privé le corps d'un mécanisme de défense qui est la fièvre. Voilà. Donc moi, à partir du 1er septembre, mes patients devront à nouveau se passer de moi 6 mois. Et alors qu'il s'est passé des choses très graves pendant mon absence, des patients ont fait des attestations qui ont été transmises à l'ordre parce qu'ils ont eu des problèmes de santé très sérieux que j'avais traités pour ma part efficacement la première fois et puis qui ont été traités différemment quand j'étais absent. Voilà, donc… Alors, ils vont se passer du médecin généraliste, mais ils ne vont pas se passer du naturopathe, parce que là, tu ne seras pas interdit d'exercer en tant que naturopathe. Ah non, ça je pourrais toujours comme naturopathe. Personne ne peut m'empêcher d'exercer de la naturopathie, mais je peux plus prescrire, je peux plus prendre soin renouveler des traitements, parce que si je suis naturo et si j'apprends à mes patients comment conserver ou recouvrer un état de santé optimal, bien évidemment, je prescris aussi de l'allopathie quand c'est nécessaire et pour des traitements de foie, etc. Et ça, je serai dans l'incapacité de le faire. Donc, les patients devront en catastrophe essayer de trouver notre médecin. Certains sont restés en rupture de traitement aussi. Ce sont des choses très graves. Hein. Lors des médecins, même pas beaucoup. On pourra éventuellement revenir là-dessus dans quelques temps. Bon, certains utilisent leur position pour mener leur guerre personnelle contre le docteur Labresse. À mon avis, c'est plus critiquable. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une action de ma part parce que je pense que la justice, la vraie, la pénale, aurait probablement des choses à dire là-dessus. Donc, elle sera sollicitée dans quelques temps. Mais voilà, moi je suis sanctionné pour avoir fait mon métier de médecin, essayer de sauver une vie et diffuser des informations qui indiscutablement auraient permis de sauver des vies. Bon, plutôt que de se remettre en cause, certains préfèrent essayer de détruire le messager. J'ai déjà été confronté à ce type de situation, je vais survivre, mais je suis embêté pour mes patients quand même. Vous aviez cette désinformation sur les vitamines, alors qu'on fait quand même peu de cas des effets secondaires des médicaments en général. Tu rappelais sur ton blog que tous les jours en France, il y a 400 personnes hospitalisées à cause d'un médicament. Tous les jours en France, 50 personnes meurent du fait d'un médicament. Ça peut être lié à des surdosages, des prescriptions inappropriées, mais pas toujours. Même les médicaments en vente libre peuvent causer des gros dégâts. Toutes les semaines, un hôpital français doit greffer un four en urgence à un patient qui a pris trop de Doliprane, paracétamol. Au total, ça fait quand même beaucoup de victimes des médicaments. Et pourtant, ce sont quand même les compléments alimentaires, notamment les vitamines, qui sont mis sur la sellette. Avec un article que tu as mis sur ton site, qui était paru en 2002. Un homme a fait une, entre guillemets, overdose de vitamine D, cette fois-ci, et en expliquant tout simplement de quoi il s'agissait. Hein. C'est juste 8 jours d'hospitalisation,
sorti sans séquelles pour un homme qui avait pris pendant 4 mois 80 fois la dose quotidienne. Là, on parle bien de la vitamine D et pas de la vitamine C, mais le principe de ce que je veux dire là, c'est que on met quand même le haro sur les traitements, enfin même pas les traitements, sur les compléments alimentaires, les vitamines, et on met de côté tout ce qui est effet secondaire des médicaments promus par Big Pharma. On sent en ce début d'article l'homme scandalisé. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ce qui est vraiment tellement scandaleux. Alors vraiment, ce qui est arrivé au docteur Labrèze, d'ailleurs, je voudrais dire à quel point c'est fou. Hein. Vraiment, il faut se rendre compte qu'il a alerté avec des études scientifiques à la clé sur l'intérêt de la vitamine C contre le Covid, et c'est pour ça qu'on l'interdit d'exercer. Et autant, je vois beaucoup de médecins en ce moment qui sont suspendus pour utiliser telle ou telle méthode que l'ordre n'aime pas. C'est déjà complètement scandaleux. Je pense à un ami médecin qui a fait de l'hydrotomie percutanée dans une solution saline et qui s'est fait suspendre. Donc, il y a un scandale. Mais là, avec franchement, ce qui est arrivé au docteur Labrèze, là, on passe un cap parce qu'il est suspendu pour avoir informé des professionnels de santé. Là, ma tête explose sur un traitement qui, en plus, contrairement à l'hydroxychloroquine, pour le coup, ne pouvait poser aucun danger à très court terme et quelle que soit la dose. Et donc là, on revient au problème, surtout à l'avantage de l'innocuité de la vitamine C pendant quelques jours à très haute dose. C'est que finalement, on nous a confinés quand même, on nous a fait toutes sortes de choses, alors, sans même essayer un traitement dont de l'avis de tous, il ne pouvait pas poser d'effets indésirables. Donc là, on doit quand même se poser des questions. Comment ça se fait? Parce qu'on pourrait avoir aussi un corps médical, des autorités qui se disent, bon, on n'est pas très sûr effectivement que ça marche contre le Covid. On a quand même un grand historique de l'intérêt de la vitamine C contre les infections, notamment les infections respiratoires, aussi pour les poumons. On a des études sur l'intérêt de la vitamine C contre la pneumonie. Bien sûr, pourquoi ne pas conseiller aux gens de prendre un certain nombre de grammes de vitamine C aux premiers symptômes? Ils ne risquent absolument rien à faire cela. Et donc, c'est là qu'on vit dans un monde totalement où moi, le Covid m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et pourtant, je sais si j'avais conscience de la mainmise de Big Pharma sur la santé, de l'intérêt des méthodes naturelles. Mais là, pour moi, on a passé un autre cap. Enfin, un cap qui m'a fait découvrir une réalité que je n'imaginais pas parce que vitamine C, vitamine D, c'était évident, il n'y avait pas de risque. Au moins de combler les carences, parce que parfois, on parlait des médecins sur Twitter, mais parfois j'en vois qui disent, à part pour combler les carences, ça sert à rien. Mais très bien, mais alors mais ils ne sont jamais les premiers à dire, mais comblons les carences. Et on aurait pu, ne serait-ce que de dire cela pendant le Covid. Les 3/4 de la population ont un taux inférieur au seuil déjà assez bas que Jean-Philippe Labrèze conteste, mais déjà rien que les seuils de 30 nanogrammes par millilitre de base de la vitamine C, la majorité de la population est en dessous. Donc on pourrait se dire, bon, comblons les carences, ça améliorera le système immunitaire. On ne l'a même pas fait. Et après, on peut dire, non, mais à part combler les carences, ça ne sert à rien. Mais il y a effectivement quelque chose qui tourne pas rond, hein, ça c'est clair. Alors, Jean-Philippe, à qui est-ce que s'adresse plus le complément vitaminique C? Est-ce que c'est vraiment tout le monde ou est-ce qu'il y a plus des personnes qui doivent se méfier que d'autres? Moi, je pense surtout à un terrain dont on nous avait parlé de nos études de médecine, qui sont les fumeurs, mais peut-être qu'il y a plus de personnes que ça qui devraient se méfier du sous-dosage en vitamine C. Alors, en fait, tu rappelles très justement, la vitamine C étant entre autres un puissant antioxydant et un détoxifiant. Dans chaque bouffée de cigarette, il y a des milliards de radicaux libres. Et je ne vous fais pas la liste ici de tous les polluants, métaux, etc., lourds, etc., les toxiques. Donc, la vitamine C, quand on fume, elle ne va pas être utilisée pour faire tout ce qu'elle a à faire d'un point de vue physiologique, métabolique dans un organisme. Elle va d'abord essentiellement essayer de débarrasser le corps des toxiques et des radicaux libres qu'amène le tabac. Donc, les fumeurs, bien évidemment, sont encore plus carencés que les non-fumeurs en vitamine C. Ceci étant, on manque encore une fois. Alors, tu connais l'exemple que j'ai donné souvent sur ce que va fabriquer une chèvre si elle est stressée, malade ou
ou intoxiquée, elle va fabriquer 100 grammes d'acide ascorbique, de vitamine C sur 24 heures. Donc, encore une fois, la nature, elle ne fait pas les choses de façon totalement illogique. Si notre organisme vivant a besoin d'autant de vitamine C pour préserver son intégrité ou la restaurer quand il est agressé, bien évidemment, ce ne sont pas les 100 ou 120 mg d'AJR recommandés en vitamine C qui vont assurer un statut nutritionnel optimal en vitamine C, un état de santé optimal. Mais bien évidemment, donc, certaines populations vont avoir des besoins encore plus importants. Mais encore une fois, on a tous besoin de se supplémenter. Et bien évidemment, pour le médecin que tu es, Eric, chirurgien, dont l'activité quotidienne se fait à l'hôpital, pour le médecin que je suis, les patients hospitalisés ont des besoins accrus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de stress considérable. Ça sollicite les surrénales plus, qui sont de grosses consommatrices de vitamine C. Ils vont devoir lutter contre une infection. Ils vont devoir éventuellement réparer leur tissu après un geste chirurgical. C'est pour ça que des chirurgiens font des flashs préopératoires parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup moins de soucis de cicatrisation, infectieux, etc. après le geste opératoire. Et une petite anecdote. Je complète, Jean-Philippe, que les patients doivent aussi lutter contre l'alimentation des hôpitaux, qui est ultra transformée. Exactement. Et c'est l'exemple que j'allais te donner. Il y a une étude très intéressante qui avait été faite sur l'alimentation et les apports en vitamine C de l'alimentation des patients hospitalisés. Un exemple, on prend des petits pois. Donc, à la sortie du congélateur, 20 mg de vitamine C pour 100 g de petits pois. Après la cuisson, on tombe à 8 mg de vitamine C pour 100 g. On met le plat sur le chariot, on trimballe dans les couloirs, 3 mg de vitamine C pour 100 g de petits pois. Et quand, in fine, les petits pois sont dans l'assiette du patient, c'est-à-dire celui qui a des besoins accrus en vitamine C, 1 mg de vitamine C pour 100 g de petits pois. Comment veux-tu que les organismes… Et ma conviction, c'est que si systématiquement les patients hospitalisés étaient supplémentés en vitamine C pour rapprocher leur taux de vitamine C, alors les rapprocher parce que si encore une fois la personne est en train de lutter contre un sepsis, une infection où elle a été opérée, elle va avoir des besoins plus importants. Mais si déjà on supplémentait avec 2-3 grammes de vitamine C per os, simplement, et qu'on se rapproche des 1 ou 0,6, 0,7, 0,8 mg par décilitre, ce qui serait intéressant, c'est qu'un économiste de la santé chiffre les économies qu'on pourrait faire en termes de centaines de milliers, voire de millions de journées d'hospitalisation. Et là, c'est d'un point de vue politique, économique, mais bien évidemment pour les médecins que nous sommes et puis pour l'individu bienveillant qui est Xavier, l'autre dimension qu'on doit considérer, c'est quelle quantité, pour autant qu'on puisse la quantifier, quelle quantité de souffrance on pourrait épargner. Combien de vies seraient sauvées? Et je sais, Xavier, tu as écrit une superbe lettre sur le cas d'Alan Smith. Combien de gens sont partis parce qu'on n'a pas utilisé la vitamine C? Combien de gens ont fait des complications infectieuses qui les ont conduits à rester hospitalisés des semaines, voire des mois durant, parce qu'on n'a pas augmenté leur statut nutritionnel en vitamine C? C'est choquant. Pour le médecin que je suis, c'est choquant. Et voilà, bon, encore une fois, Xavier, tu donnais probablement un des éléments d'explication, tout à fait pertinent tout à l'heure. On doit changer ça. Notre responsabilité de médecin, de citoyen, de journaliste éveillé, c'est de répéter le message et de le répéter. C'est Melweis, il est mort fou, ne l'oublions pas. Il disait une chose très simple, il disait il faut se laver les mains avant de faire un accouchement. Il avait 3% de mortalité dans sa clinique. Dans les autres établissements, ça montait à 10, 15, 20, 30% dans certains établissements. Et il est mort fou, dénigré par la communauté médicale. Tu parles de Semmelweis. C'est Melweis, ouais, c'est Melweis, il est mort fou, parce qu'il disait qu'il fallait se laver les mains dans de l'eau chlorée. Nous, en médecin bienveillant, en journaliste scientifique bienveillant, en citoyen bienveillant, parce que tous les jours, j'ai des appels de gens qui ont vu des vidéos sur la vitamine C, tes émissions aussi, Eric, qui ont lu la lettre de Xavier, etc. Et les gens éveillés se disent, mais pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, la question est pertinente et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça se fasse et que chaque patient, à minima, chaque patient hospitalisé soit systématiquement supplémenté en vitamine C. Alors, on va essayer de ne pas devenir fou de notre côté, mais Xavier, est-ce que toi, tu pourrais rappeler l'histoire d'Alan Smith dont Jean-Philippe nous parlait à l'instant, puisque tu l'as… Oui, c'était une découverte aussi pour toi. Juste pour aller dans le sens de Jean-Philippe, quand même, avec des éléments qui, pour notre corps médical, est important, avec des études randomisées en double aveugle. Il y en a une qui date de 2023 en Nouvelle-Zélande, qui a montré que quand on avait donné de la vitamine C en intraveineuse à des patients qui étaient entrés à l'hôpital pour une pneumonie,
ceux qui avaient eu la vitamine C en intraveineuse, en plus des antibiotiques, ils étaient sortis 2 fois plus vite. Donc là, on parlait de journées d'hôpitaux économisées. Voilà, on en a les preuves. Et donc, tout indique effectivement qu'une supplémentation à l'hôpital. Il y a une autre étude auquel je pense aussi qui montrait que simplement 1 gramme par voie orale de vitamine C par jour à des gens qui sont hospitalisés, eh ben, ça diminuait beaucoup les symptômes de dépression et de fatigue des gens qui sont hospitalisés. Donc, rien que pour le bien-être des patients, bah, on a aussi des preuves formelles. J'aime bien les études parce que moi, en tant que journaliste scientifique, justement, je n'ai pas de pratique. Donc, je peux pas m'appuyer, comme le docteur Labrèze, sur voilà, une pratique où il a observé vraiment l'effet des choses. Et j'aime bien rappeler à quel point il y a un nombre d'études très impressionnant qui va dans le sens et qui confirme ce qu'ont observé des grands praticiens dont l'intégrité effectivement ne peut pas être en cause et qui en plus dont les observations ont été confirmées. Et donc c'était une étude néo-zélandaise et c'est pas un hasard probablement puisque le cas d'Adam Smith s'est produit en Nouvelle-Zélande. C'est un homme qui a eu une méchant cas de grippe porcine. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu parce que apparemment, il y avait une pneumonie, il y avait même, on a même trouvé à un moment donné un cancer. En tout cas, il était dans un coma profond. Et les médecins étaient décidés à le débrancher. Et donc, on signalait à la famille qu'il était temps de le laisser partir. Et la famille, je ne sais plus très bien comment, mais avait été informée de l'existence, de la possibilité que la vitamine C puisse avoir un rôle intéressant et avait insisté auprès du corps médical pour essayer. Et ils sont tombés sur un médecin qui a bien voulu essayer d'abord 25 grammes en intraveineuse, ensuite 50 grammes, donc sur plusieurs jours. Et les résultats ont été immédiats. En 48 heures déjà, la radiographie des poumons, on la voit j'ai mis en photo sur mon site internet, on voit déjà qu'il y a une disparition un peu du problème. Et puis, en une semaine, il est sur pied. Enfin, en tout cas, disons, il s'éveille. Ce qui était déjà complètement incroyable puisqu'il était censé mourir. Il avait une machine vraiment très sophistiquée qui le maintenait en vie. Et ce qui est bon, il y a des rebondissements terribles dans cette affaire où finalement ils décident d'arrêter la vitamine C parce que ça remet en cause. Je pense parce que ça remet en cause finalement leur raison d'être. Ils n'ont pas envie de donner raison en fait aux patients puisque s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, finalement, ça pourrait leur être reproché si c'est si miraculeux que ça. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait jusqu'à présent? Enfin, il y a tout un tas de raisons psychologiques qui m'intéressent parce que on peut pas tout mettre sur Big Pharma. Il y a l'histoire de Rockefeller, il y a tout ça, mais la plupart des professionnels de santé sont des gens bienveillants, en tout cas qui ont envie d'aider, qui sont pas corrompus, en tout cas pas directement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur tête pour refuser des traitements aussi salvateurs. Et donc, il y a cet aspect-là, une sorte de blocage, d'erreur système, en se disant, mais non, ça peut pas être ça, parce que ça aurait déjà été intégré dans les protocoles médicaux. Et donc, mais au fin du fin, il a pu finalement, il y a eu des courriers d'avocats qui ont fait qu'il a été remis sous vitamine C. Puis finalement, une fois qu'il a pu manger par lui-même, il a pu en prendre par voie orale, la vitamine C liposomale. Et il s'est remis totalement. Mais si sa famille n'avait pas insisté, ses 3 fils en particulier, qui avaient vraiment fortement insisté avec des arguments importants et juridiques, eh bien, Alan Smith ne serait plus en vie. Mais du coup, il a témoigné sur beaucoup de scènes possibles de l'importance de la vitamine C et de son intérêt. Et Xavier, juste si tu permets pour préciser ce que tu disais, parce que c'est Alan Smith qui le disait. Il disait il y avait d'autres patients dans la même condition que moi, avec une infection gravissime qui allait les emporter. Et les médecins n'ont pas fait la vitamine C aux autres patients, alors qu'ils avaient sous les yeux. En fait, la famille a contacté le docteur Levy, que vous connaissez, l'auteur de la vitamine C, la panacée originelle, qui est avocat aussi. Donc, c'est lui qui a mis beaucoup de pression, y compris judiciaire, pour que la vitamine C qui avait été arrêtée parce qu'elle marchait trop bien. Au bout de 48 heures, il était débranché de son poumon artificiel. Tu disais, Xavier, tu as publié les photos. Ses poumons étaient redevenus fonctionnels après 2 grosses perfusions de vitamine C. Donc, il avait pu être débranché de son poumon artificiel très rapidement. Et les médecins avaient arrêté la vitamine C, comme si ça leur donnait tort. Donc, personnellement, tu essaies de comprendre le ressort
émotionnelle, mentale, intellectuelle qui peut pousser des gens à protester comme ça, effectivement, quelque part, ça leur donnait tort. Parce que si ça fonctionnait aussi bien que ça, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant pour Alan Smith? Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait pour d'autres patients avant Alan Smith? Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait après Alan Smith, alors qu'ils avaient constaté par eux-mêmes que ça avait sauvé la vie de quelqu'un qu'ils voulaient débrancher? Et c'est à ça qu'on se heurte. Dans un entretien sur la vitamine C, personnellement, je parlais un peu de cet orgueil, de cette arrogance qui parfois va empêcher les gens humblement de dire, eh ben, on s'est trompé ou alors on ne savait pas. On ne va pas culpabiliser parce qu'on ne savait pas quelque chose, mais dès lors qu'on le sait, est-ce qu'on a le droit de le négliger? Personnellement, je pense que non. C'est d'ailleurs ce qui est fascinant, je trouve, dans mes interactions sur Twitter, notamment avec les médecins. Dès que je poste quelque chose sur la vitamine C, moi, mes articles, il y a un ton un peu, voilà, qui est ce qu'il est, mais c'est toujours très documenté. Et ce qui m'étonne toujours, c'est le manque de curiosité de ces médecins qui ont l'impression comme si on pouvait tout savoir sur tout, et que même s'ils sont pas d'accord avec mes conclusions, mon interprétation des données, qu'ils puissent pas se dire, ah, c'est peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose ou de reconsidérer la chose. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est le manque d'humilité dans cette profession. Alors, j'ai deux cas devant moi qui sont totalement l'inverse, hein, bien sûr, et c'est très impressionnant, mais je pense qu'un bon médecin ne peut qu'avoir un minimum d'humilité devant la complexité inouïe de la biologie du corps humain et de s'incliner a priori devant les forces naturelles qui sont à l'œuvre et de se dire c'est d'abord par là qu'il faut commencer, donner au corps tout ce dont il a besoin pour lutter, et puis après si on a éprouvé des choses, valider des choses, très bien, mais commencer par se dire qu'il y a une intelligence profonde du corps qu'on ne maîtrise pas du tout, et d'essayer de pousser dans cette direction avant de commencer des stratégies très sophistiquées. On va être d'accord sur un point ensemble aussi, c'est que par voie orale, la vitamine C, soyons très clairs, ça ne guérit pas le cancer. Par contre, par voie intraveineuse, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que autant toi, Xavier, que toi, Jean-Philippe, vous en avez tous les deux une expérience, puisque l'expérience d'Alan Smith, Jean-Philippe, tu l'as vécu aussi avec une patiente, ça t'a valu quelques déboires avec les médecins de soins palliatifs et le Conseil de l'Ordre. On ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on l'a déjà fait dans une autre émission, mais il y a aussi un effet absolument spectaculaire de la vitamine C par voie intraveineuse dans de nombreuses pathologies, avec un gros bémol quand même malgré tout, en ce qui me concerne, c'est que quand on essaye dans un établissement hospitalier, quel qu'il soit, de prescrire de la laroscorbine, c'est-à-dire la vitamine C synthétique intraveineuse, il y a un blocus des pharmacies hospitalières pour ne pas dépasser 1 gramme par jour, c'est-à-dire un flacon. Alors qu'il y a quelques 10 ou 20 ans, il existait aussi en France des flacons de 10 grammes. Xavier, je voudrais t'entendre un peu là-dessus parce que tu as beaucoup étudié aussi sur la vitamine C pendant plusieurs mois. Oui, alors sur le cancer, justement, j'ai commencé par là parce que j'avais toujours entendu parler des mégadoses contre le cancer. Linus Pauling, évidemment, était connu pour avoir travaillé avec un cancérologue et avoir vraiment mis en avant l'intérêt de la vitamine C contre le cancer. Il avait, à l'époque, il la donnait à des patients en phase terminale avec de leurs observations, des effets à la fois sur la qualité de vie et sur la survie. Je dois dire qu'aujourd'hui, quand on fait la somme de toutes les études qui ont été réalisées, qui sont toujours insuffisantes par rapport à l'intérêt profond que ça représente, le potentiel énorme que ça pourrait représenter, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les perfusions de vitamine C, donc intraveineuse, améliore la qualité de vie des patients qui sont sous traitement anticancéreux. Ça, c'est incontestable, que ce soit sur la fatigue, la douleur, la dépression. Toutes les études qui ont été menées montrent un effet. Donc, rien que pour ça, déjà, on est encore dans ce cas où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Donc ça, c'est clair. Après, on n'a malheureusement pas des preuves aussi évidentes qu'il y a un effet sur la survie. C'est tout à fait possible. C'est même il y a un mécanisme même très très intéressant qui fait qu'à haute dose, la vitamine C a un effet. En fait, l'effet dont rêvent tous les cancérologues, c'est-à-dire un effet sélectif, c'est-à-dire qui détruit les cellules, qui pourrait détruire les cellules cancéreuses sans être toxique pour les cellules saines. Donc c'est un effet très particulier de la vitamine C, là qui ne peut avoir lieu que en intraveineuse, pas par voie orale. Donc, on a un mécanisme possible. On a un certain faisceau d'indices qui montrent que effectivement, ça pourrait être intéressant sur la survie du cancer. On sait de toute façon que ça améliore la qualité de vie.
Donc, voilà, mais comme évidemment, mais qui pourrait lancer une grande étude sur ce sujet? Il faut avoir des millions d'euros pour le faire, et les seuls qui ont ces moyens, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, et ce seront les derniers à le faire, puisque le cancer est un des derniers grands secteurs très, très, très lucratif dans le domaine de la santé. C'est encore un secteur où il y a beaucoup de nouveautés, des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, alors que c'est de plus en plus difficile. Hein. L'industrie pharmaceutique est au pied d'argile, hein, parce il faut toujours mettre sur le marché des nouvelles molécules, mais c'est toujours très difficile de trouver une nouvelle molécule de synthèse qui fonctionne sur quelque chose. Et le cancer, c'est encore un domaine où il y a encore énormément d'argent. Et donc là, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de lancer des études sur ce sujet-là. Et on pourrait compter sur les États pour le faire, mais les États et les autorités sont tellement inféodés par l'idéologie Big Pharma que elles sont pas du tout intéressées par ces solutions, malheureusement. Et avec cette contrainte pour les labos pharmaceutiques, s'ils veulent mettre en marché de nouvelles molécules, c'est d'abord avoir affaire à des études qu'on appelle des études de non-infériorité. C'est-à-dire que leur nouvelle molécule est obligée de prouver qu'elle a au moins une efficacité identique à une ancienne. Une étude de non-infériorité, c'est juste pour montrer qu'on va vous prouver avec quelques cobayes que notre médicament n'est pas plus dangereux que les autres. C'est pas moins bien. Voilà, que c'est pas moins bien. Sur la vitamine C, les apports journaliers recommandés, c'est, si je ne me trompe pas, 100 mg par jour. Alors que l'un comme l'autre, vous êtes en mesure de me dire, études à l'appui, que ça pose aucun problème d'en avaler jusqu'à 10 grammes par jour. Alors, je vais laisser Xavier répondre, en fait. C'est un sujet sur lequel on n'a pas exactement le même avis, sachant que le mien, de toute façon, n'est pas du tout arrêté. Hein. Je suis toujours dans mon enquête. Mais c'est quand même un sujet qui me pose question, les mégadoses quotidiennes. Autant les mégadoses en cas de problème aigu, je pense que non seulement il n'y a absolument aucun problème, mais ça peut vraiment être salvateur dans beaucoup de cas. Autant prendre tous les jours, toute sa vie, 5, 10 grammes, 15 grammes de vitamine C, moi j'ai un doute parce que on ne sait jamais exactement ce qu'on fait. Enfin, on pourra peut-être savoir que c'est favorable si on a des études sur longue période. On les a pas, donc c'est une forme pour moi d'expérimentation. Et donc voilà, autant il est absolument certain à mon avis que 500 mg c'est vraiment ce qu'on doit prendre tous les jours, que ce soit dans l'alimentation ou l'alimentation plus une supplémentation en vitamine C, ça c'est clair. Toutes les études le montrent que c'est vraiment un minimum pour être en bonne santé. Autant les mégadoses, je pense qu'il peut y avoir des inconvénients. Par exemple, il se pourrait que la vitamine C à haute dose interfère un peu avec l'absorption du cuivre et donc pose des problèmes. On ne sait pas exactement ce qu'on fait. Là, on en revient à l'humilité que je pense qu'il faut avoir quand on va très au-delà des besoins nutritionnels, des besoins que naturellement l'être humain il peut combler. Il y a un autre petit problème, c'est que quand on prend des mégadoses, si on les arrête d'un coup, et ben là on va être il y a un effet rebond qui fait qu'on va être en situation un peu délicate pendant quelques jours. Donc si on est amené à arrêter d'un coup pour une raison indépendante de notre volonté, finalement on va être peut-être un peu en difficulté. Donc voilà, moi je suis pas forcément un partisan. En tout cas, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer dans 5, 10, 15 grammes de vitamine C par jour. Donc, ça doit être à chacun de faire son choix en fonction de son appréciation de la situation. Jean-Philippe, si on avale 10 grammes d'un coup, est-ce qu'on risque pas d'en pisser 9? Alors déjà, pour répondre à ce que vient de dire Xavier, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est on fonctionne ensemble comme devrait fonctionner globalement la société et bien évidemment le corps médical aussi. C'est-à-dire on confronte des points de vue, on échange. Il y a des points sur lesquels on va facilement tomber d'accord. Il y a des points sur lesquels on va se dire, là, on n'est pas en mesure de trancher. Et d'ailleurs, pour revenir, et je vais répondre à ta question, je n'oublie pas, Eric. Pour répondre à ta question, moi, j'ai fait un choix particulier quand j'ai commencé à prendre de la vitamine C parce que
j'ai eu la chance de croiser, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, les écrits de Pauling, Cathcart, Kleiner, etc. Et c'est ce que faisait Pauling. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, la vitamine C, d'abord primum non nocere. Je ne peux pas abîmer un corps avec de la vitamine C. Et en l'occurrence, le mien en est l'expérience, puisque ça fait 43 ans maintenant que je prends 12, 15 grammes, parfois plus, de vitamine C quotidiennement. Déjà, on va éliminer un sujet, le fait de savoir si ça pourrait augmenter les lithiases. Il y a de multiples publications, y compris dans les livres de Lévy, qui disent que non. Voilà. L'idéal, c'est de ne pas être carencé non plus en B1, parce que la B1 intervient comme cofacteur dans une enzyme qui diminue la synthèse de ce qu'on appelle l'oxalate, les oxalates, qui est l'acide ascorbique quand il a été utilisé. Ensuite, il est métabolisé, ça donne de l'acide oxalique et puis de l'acide tréonique, peu importe le nom. Et l'acide oxalique avait été incriminé dans le fait d'augmenter le risque de lithiase. On sait que non, depuis longtemps. Mais en plus, surtout si on prend un multivitamine où on amène notamment de la thiamine, de la vitamine B1, là, on est déjà, ce risque est nul, mais là, on le rend négatif, à la limite, si je voulais plaisanter un peu sur le sujet. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait, mais ça n'est pas ce que j'invite mes patients à faire. Si moi, j'ai fait le choix des mégadoses de vitamine C depuis longtemps, ce qui me permet, ce qui est quand même sympa, de jamais être malade. J'ai soigné des centaines de patients Covid parce que je faisais partie des médecins qui soignaient les patients Covid. Je n'ai jamais eu le nez qu'à couler, je ne sais pas ce que c'est qu'être malade. Donc ça, déjà, c'est plutôt sympa. Bon, c'est vrai que j'ai une bonne hygiène de vie, comme tu disais Xavier, etc. Mais moi, j'invite mes patients à prendre systématiquement, ça c'est leur consommation de base, routinière pour les non-fumeurs. Je leur dis, prenez au moins 3-4 grammes de vitamine C, quotidiennement. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on vit, et je l'ai rappelé tout à l'heure, dans un environnement qui sursollicite nos organismes par les agressions chimiques de tous ordres, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les produits consommés sur la peau, et la vitamine C est un détoxifiant. Donc, ça va augmenter les apports. On vit dans un environnement qui nous bouscule quotidiennement d'un point de vue informationnel, qui génère du stress, qui sursollicite nos surrénales, qui sont de grosses consommatrices de vitamine C. Donc, ma conviction, c'est que si on prend 300, 400, 500 mg de vitamine C en plus, ce ne sera pas suffisant. La preuve, je l'ai dans ma propre pratique clinique sur les milliers de patients, probablement davantage, que j'ai mis sous vitamine C, que ce soit les parents ou les enfants, puisque j'ai entendu des centaines, des milliers de fois, docteur Abrez, on touche du bois. Mais depuis qu'on fait ça, eh ben, on est tranquille. Hein. Les enfants, les hivers se passent bien. Nous, je l'ai entendu tellement de fois. Donc là, j'ai la preuve clinique que si on optimise le statut par un apport plus satisfaisant de vitamine C, au moins de 2, 3, 4 grammes, les organismes et notamment les défenses immunitaires fonctionnent beaucoup mieux. Ce que soulevait Xavier, et ça nous ramènerait, mais on n'aura peut-être pas le temps de le faire là, c'est ce qui se passe effectivement quand on a donné au corps, pendant un certain laps de temps, on lui a assuré des apports optimaux. Il a pris, entre guillemets, une routine, une base de fonctionnement, les défenses immunitaires fonctionnent bien. Il faut savoir que la vitamine C, dans les organes dans lesquels elle est le plus concentrée, c'est notamment les globules blancs. Alors après, on a l'hypophyse, on a le cristallin de l'œil, on a un certain nombre d'organes, le cerveau, mais les globules blancs. Donc, le système immunitaire a pris un peu un rythme de croisière, et si d'un coup on lui enlève, hop, ça va le déstabiliser. Donc, il se peut qu'on soit un peu plus vulnérable. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut rester vulnérable tout le temps en ayant un statut infra-optimal en vitamine C pour ne pas courir le risque d'être ponctuellement en cas de rupture brutale en état de carence qui va fragiliser un peu le corps, ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire assurer un apport nutritionnel optimal par supplémentation? Et puis si jamais un jour, il y a le risque de… D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'un jour, des gens pas très bienveillants organisent la rupture de l'approvisionnement en vitamine C. Déjà, ils l'ont fait d'un point de vue informationnel, en désinformant les patients et les médecins sur l'importance de la vitamine C. Donc, ce faisant, ils ont d'une certaine façon coupé les apports parce qu'il n'y a pas la demande. Donc, c'est le rôle important que joue Xavier, que tu joues Eric, que je m'efforce de jouer aussi, d'informer. Mais mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux assurer un apport optimal et à garder à l'esprit le fait qu'un jour, il n'est pas impossible que des gens organisent la pénurie de vitamine C. Et à ce moment-là, on gérera. On verra. En effet, tout est possible. On arrive au terme de l'émission qui passe très très vite parce que c'est passionnant. Je pense qu'on pourra un de ces quatre organiser un repas à 3 et passer une soirée complète à discuter de tout ça et d'autres choses. Mais j'ai encore 2 questions à poser à tous les deux. La première, c'est puisque tu parlais d'information, Jean-Philippe,
où est-ce qu'on peut trouver de la vitamine C dans la nature, dans nos jardins, en forêt? Quelles sont les principales sources? Parce qu'on pense toujours de vitamine C orange, mais c'est pas forcément le cas. Ah ouais, non, ben Alors tiens, il y a quelque chose qui va peut-être plaire aux gastronomes. Je lisais, je regardais, ce qui est le plus dosé en vitamine C, je crois que c'est quasiment 380 mg pour 100 grammes, c'est le guacamole. Vous savez, le guacamole, c'est cette préparation-là, à base d'avocat, de piment, etc. Je crois qu'on atteint 380 mg de vitamine C pour 100 grammes de guacamole. Sinon, vous en avez beaucoup dans la goyave, vous en avez dans les poivrons jaunes, je crois que ça doit être 180 ou 190 mg pour 100 grammes, dans les poivrons rouges, dans le persil, vous avez dans les fruits rouges, les baies, donc les fruits rouges. Donc, il y a un certain nombre d'aliments qui contiennent dans le chou frisé, c'est de l'ordre de 100 ou 120 mg pour 100 grammes d'aliments. Donc, on peut en trouver dans l'alimentation. Donc, si demain, certains organisent la pénurie de vitamine C pour nous rendre encore plus malades, ben déjà, on sait qu'on a le guacamole comme solution de rechange et un certain nombre d'autres aliments. Et voilà. Pamplemousse, citron, kiwi, juste pour compléter exactement, la liste des choses qu'on peut prendre tout au long de l'année, sans problème. Et c'est vrai que c'est quand même l'alimentation qu'on doit d'abord assurer un niveau de vitamine C par alimentation optimale et ensuite la supplémentation. Je pense que c'est toujours la démarche qui est la meilleure, même si les deux, en l'occurrence, sont nécessaires. On n'oubliera pas non plus le cynorhodon dans nos forêts, auprès des cours d'eau. Oui. C'est ce qu'on appelle le gras de cul en termes un peu patois. Peut-être, ouais, c'est important. Peut-être juste un mot de la fin en ce qui me concerne. Après, bien évidemment, je voudrais saluer un ami qui est le docteur Scoï, Alain Scoï, qui a payé chèrement son engagement pour une médecine humaniste et basée sur la science. On a déjà reçu 2 fois dans cette émission. Oui, et je le salue chaleureusement. Je sais ce à quoi il a été confronté pendant des années. Et il nous expliquerait, il l'a certainement fait, l'importance de la vitamine C, mais cette fois-ci à dose importante pour nourrir. Je vous invite à regarder, à aller chercher Béchamp et les Microzima. C'est une émission qu'on avait faite ensemble, justement. Alors, une dernière question importante. Est-ce que toutes les vitamines C qu'on trouve dans le commerce, en pharmacie, parapharmacie, se valent? Je pense notamment à l'acérolamyle ou à UPSA, qui est une vitamine dont j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il contenait de l'aspartame, qui n'est pas forcément bien recommandé non plus. Est-ce que vous pouvez en dire un mot tous les deux et puis on va en conclure là? Oui, alors d'abord, c'est sûr que les excipients douteux, il faut vraiment lire les étiquettes. 1 pour les excipients, 2 pour la teneur en sucre. Là, je pense plus aux comprimés à croquer de vitamine C. Leur problème, c'est souvent la teneur en sucre, en plus des excipients. Et puis après, donc il y a 3. Donc plutôt de la poudre pour toi. Non, pas forcément. Des gélules, ça fonctionne bien aussi. Il y a vraiment 3 formes de vitamine C, l'acide ascorbique, l'ascorbate de sodium et la vitamine C liposomale. L'acide ascorbique, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Et en fait, ça fonctionne bien. C'est un peu acide, donc pour certains estomacs, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, l'ascorbate de sodium a des avantages. Elle est un peu plus douce, elle est tamponnée. Et puis la vitamine C liposomale, c'est encore tout un débat. Elle est beaucoup plus chère. Peut-être quand on a un problème aigu de santé, ça peut être très utile parce que elle augmente davantage le taux sanguin de vitamine C, donc elle peut être tout à fait intéressante en aigu. Par contre, si on a un petit budget, l'acide ascorbique ou l'ascorbate de sodium, ça va très bien. Juste un mot sur l'acérolamyle, il faut juste garder à l'esprit qu'il y a 170 grammes de vitamine C dans de l'acérolamyle. Donc c'est très bien, mais c'est 170 mg quoi. C'est pas 1000 mg, c'est pas 1 gramme, c'est 170 mg. Et parfois les gens font cette confusion. Voilà, c'est trop peur. Jean-Philippe, tu veux compléter peut-être? Non, Xavier nous a répondu. Il y a l'acide ascorbique l'acide ascorbique pur, comme il l'a dit, l'ascorbate de sodium tamponné, la liposomale. C'est rien à ajouter. Formidable. Donc, considérez-vous chacun comme des personnes qui ont besoin de vitamine C, comme si vous étiez carencé, en tout cas en insuffisance. Supplémentation en vitamine C, faites ce que vous voulez avec les aliments ou avec des compléments alimentaires.
avec les précautions. Regardez bien la contre-étiquette à l'arrière. Quoi dire d'autre? Liposomal ou pas, bah ça c'est aussi une question de coût et de choix personnel. N'hésitez pas aussi à en parler à vos médecins spécialistes lorsque vous devez vous faire opérer, lorsque vous devez avoir besoin de chimiothérapie ou autre, de parler de la vitamine C et de dire que ça vous intéresse d'en avoir. Hein. Il faut commencer à informer les médecins qui ne le sont pas réellement. On en sait quelque chose, Jean-Philippe. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous procurez le livre La vitamine C, la panacée originelle, et puis n'hésitez pas à le prêter à votre médecin. Lisez-le, d'abord parce que vous allez voir, ça va vous passionner. Et n'hésitez pas à le prêter à votre médecin avec un sourire en disant, voilà, docteur, ben, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, si vous voulez le garder quelques jours et me le rendre, c'est avec plaisir. Voilà, essayons d'éduquer, d'informer. Il y a eu beaucoup de désinformation sur le sujet. On a même réussi à effrayer les médecins au sujet d'un produit dont l'innocuité est totale. On ne peut pas abîmer un corps avec de la vitamine C. Il n'y a aucun produit de la pharmacopée qui ait une telle balance bénéfice-risque. Donc, j'allais dire, abusons dans certaines circonstances, mais on ne peut pas abuser de toute façon, mais usons ou prenons des quantités plus importantes, mais en tout cas, consommons de la vitamine C et diffusons le savoir. Et merci Eric, et merci Xavier aussi pour tout ce travail d'information. C'est bon. Un grand merci à tous les deux. Et la semaine prochaine, on parlera aussi d'un oublié de la médecine ou d'un diabolisé qui est l'iode avec le docteur Vincent Reliquet pour son livre sorti récemment, Les pouvoirs de l'iode. On va apprendre des belles choses aussi avec Vincent. Je vous propose d'en rester là pour le moment. Il y aura probablement encore d'autres interventions ensemble parce que c'est passionnant. Je vous propose aussi, Xavier et Jean-Philippe, de rester avec nous après le générique. Merci Eric. Les amis, à très bientôt. Portez-vous bien et réinformez votre médecin. C'est important.